Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici la une du journal ce soir. Il faut écarter le spectre d'une année scolaire et académique blanche. Le gouvernement planche sur les mesures alternatives relatives au téléenseignement. Le Premier ministre a échangé sur le sujet avec les ministres en charge du secteur éducation en visioconférence. Les élus de la nation tablaient ce vendredi à l'hémicycle de Ngouaïkele sur 3 projets de loi. La plénière était présidée par Kavaïege Djibril, le président de l'Assemblée nationale. Halte à la provocation aux frontières, le Cameroun jaloux de son intégrité territoriale. Une mission conjointe MINDEF-MINAT est descendue à Kéossi, dans la région du Sud, où la Guinée équatoriale construit un mur barrière qui empiète sur le territoire camerounais. Voilà pour les titres du journal. Les détails, c'est tout de suite. Et en ouverture du journal ce soir, ces chiffres, cette ascension fulgurante du nombre de personnes infectées au Covid-19 au Cameroun. Notre pays compte 509 personnes infectées au coronavirus. 203 nouveaux cas testés positifs pour la seule journée de ce vendredi 3 avril. 9 décès sont à déplorer. Le ministre de la Santé publique sera l'invité du journal de 20h30. La fermeture des portes des établissements scolaires, des universités et autres instituts privés pour limiter la propagation du Covid-19 au Cameroun impose des réajustements. Le gouvernement pense des mesures alternatives. Il faut sauver l'année scolaire et académique à travers le téléenseignement et réajuster le calendrier des examens et concours. Ces questions étaient au centre d'une réunion interministérielle présidée en visioconférence par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté. Les détails avec Laurentine Bekono. Exercice pratique. À la suite de la suspension des cours dans les établissements scolaires et universitaires, ainsi que dans les grandes écoles pour cause de coronavirus, quelles mesures alternatives prendre pour éviter une année blanche dans notre pays? Face aux professeurs de service, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Joseph Dion Ngouté, des élèves et étudiants de niveau ministériel, les uns après les autres, du ministre de l'enseignement supérieur au ministre en charge de la formation professionnelle, en passant par le ministre de l'éducation de base, le ministre des enseignements secondaires, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, tutelle de l'ENAM et de l'INSMP, le ministre des Postes et Télécommunications, en charge de la gestion des communications électroniques et tutelle de l'école des postes. Tous auront anticipé sur les mesures alternatives préconisées. Il s'agit pour l'essentiel de mettre à profit toutes les opportunités qu'offrent les technologies de l'information et de la communication. Ceci à travers diverses applications telles que le e-learning, par mail, par WhatsApp ou par visioconférence. L'enjeu est de soutenir l'apprentissage continu à distance, l'institution des cours par voie de radio et de télévision et même des plateformes numériques que met à disposition la Cameroun Radio-Télévision. Radio et télévision privée, radio communautaire, radio et télévision de service public sont sollicités pour sauver l'école, pour garantir la formation continue de la jeunesse scolarisée ou en apprentissage. Dès lundi prochain, le ministre de l'Éducation de base et la CRTV valideront le premier module des cours à distance à la radio et à la télévision en direction des élèves du CM2 et de classe 6. En fonction de l'évolution de la pandémie en cours, dont personne ne peut prédire le cycle, le calendrier des examens et concours pourrait connaître des réajustements. Mais nous n'en sommes pas encore à ce chapitre. Avec le concours de l'UNICEF et de l'UNESCO, priorité sera donnée aux enseignements pour couvrir les programmes. Vidéoconférence aussi au ministère de la Forêt et de la Faune qui s'arrime aux nouvelles règles de distanciation sociale. L'institution a été équipée de matériel informatique pour appliquer des vidéoconférences, des mesures qui visent à permettre aux travailleurs d'assurer leur travail tout en luttant contre la propagation de la maladie. Laurent Sokalia. DG, bonsoir, bienvenue. Vous me suivez? Bonjour, monsieur le secrétaire général, je vous suis, c'est un succès. Entre le ministère de la Forêt et de la Faune et le télétravail, la connexion est parfaite.
Cette séance de travail en vidéoconférence vient illustrer la 11e règle des 13 égrenée par le Premier ministre. Derrière la caméra, la direction informatique du ministère est celle qui pilote le projecteur pour mettre en lumière les réunions à distance. Nous avons mis en place des applications qui vont donc permettre aux responsables jusqu'au rang de sous-directeur de travailler. Nous avons 2 applications qui tournent en ce moment, qui sont fonctionnelles. Et il y a l'application pour la gestion du texte et des textes, Slack, et une application de vidéoconférence. Pour atteindre le courrier du ministère, les pas de la distanciation sociale se suivent, 1 mètre les sépare et seul le gel hydroalcoolique les rapproche. Au courrier, la porte d'entrée et de sortie des institutions, il faut désormais faire patte blanche. Au lieu de 15 personnes, parce que nous avons 15 personnes pour 4 bureaux, normalement, maintenant, nous trouvons une seule personne par bureau. Ils font ça de manière rotative. Ces nouvelles formes de communication et d'échange visent à isoler les hommes de la maladie. Au ministère de la Forêt et de la Faune, on entend presque le bruit des arbres et des oiseaux. Le coronavirus impose de nouvelles attitudes et de nouvelles mesures également dans les formations sanitaires, de l'accueil des patients à l'administration des soins jusqu'aux urgences. Un seul antidote est prescrit, le respect des nouvelles mesures de sécurité et d'hygiène. Cas pratique à l'hôpital de Nilon, Tergal à Douala, où s'est rendu notre reporter Rufin Kacham de CRTV Littoral. Dès le lendemain de l'annonce des mesures édictées par le gouvernement pour faire face au Covid-19, dans les formations sanitaires de la ville de Douala, le plan alerte pandémie a été déclenché, comme ici à l'hôpital du district de Nilon-Tergal. Nous avons mis à l'entrée des différents services des désinfectants. Et d'ailleurs, il faudrait noter qu'à l'entrée de l'hôpital, lorsque vous entrez, vous êtes désinfecté, vos mains sont désinfectées et on vous remet un masque. Nous avons réduit la visite dans notre formation sanitaire. Ainsi de l'accueil à la consultation en passant par l'hospitalisation ou à la morgue, ici le niveau d'alerte est au maximum. Vous avez été à notre site de morgue, nous avons limité le nombre de visiteurs, le nombre de visites à 10 personnes par corps. En réorganisant ainsi l'hôpital, il ne s'agit pas seulement de jouer la carte de la prévention, mais être prêt pour la riposte si jamais l'hôpital était sollicité. Nous étions à une réunion présidée par le délégué régional de la santé qui nous demandait d'être prêt, n'est-ce pas, à une éventuelle accusation de l'épidémie. Notre formation sanitaire est prête. Un optimisme justifié par la mise sur pied ici de cette unité de fabrication de gel hydroalcoolique et autres équipements de protection des personnels de santé. Le chef de service du laboratoire a mis en place une production de désinfectants. Également, il faudrait dire que les masques sont fabriqués localement. Le protocole de riposte mis sur pied dans nos formations sanitaires sont autant de moyens de rassurer l'opinion. Et nous recevons dans ce studio le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Bonsoir, bienvenue au 20h30, monsieur le ministre. Merci madame, bonsoir. Nous vous recevons dans ce journal comme invité au moment où la grande famille de la santé publique est endeuillée. Un médecin vient de décéder de Covid-19 à Douala, dans la région du littoral. C'est un coup dur pour la grande famille de la santé. Oui, effectivement, malheureusement, c'est vraiment un coup très très dur. C'est vrai que le médecin qui est décédé est spécialiste de l'ORL. Il n'était pas directement en charge des personnes atteintes par le Covid-19, mais lui-même, il a contracté le Covid-19 et au regard d'un certain nombre de facteurs de comorbidité qu'il présentait, il n'a finalement pas pu survivre, il est décédé. C'est pour cela que je voudrais d'ailleurs avoir une pensée assez pieuse pour le repos de son âme et encourager le personnel de santé à continuer parce que cela devrait être davantage une source d'énergie pour nous, d'aller de l'avant pour vaincre avec détermination cette pandémie, afin qu'on n'ait plus d'autres personnels qui décèdent comme ça du Covid-19. Mais le ministre, lui, n'était peut-être pas directement au front de la lutte contre le Covid-19, il était peut-être un peu en retrait, mais est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour les médecins, les personnels de santé qui sont au front, qui sont au devant de la scène? Évidemment, nous pensons que, et nous en avons fait une priorité. La plupart des équipements de protection individuelle que nous avons
acquis depuis le début de cette pandémie, nous les dédions d'abord en priorité au personnel de santé. Et j'ai fait rendre une circulaire aujourd'hui qui donnait, n'est-ce pas, des instructions claires aux responsables des formations sanitaires de privilégier le personnel soignant, de l'accueil à ceux qui s'occupent pas simplement de ceux qui sont atteints du Covid-19, mais de l'ensemble du personnel. Ils devraient avoir ces équipements de protection individuelle. Donc, pour nous, c'est une priorité parce qu'il faudrait déjà que nous soyons en bonne santé pour pouvoir nous occuper des autres. Et c'est pour cela que nous devons protéger au maximum le personnel de santé. Monsieur le ministre, vous l'avez annoncé vous-même ce soir, il y a eu une ascension fulgurante en termes de nombre de personnes infectées par le Covid-19 au Cameroun. Nous avons atteint le chiffre de 509 personnes contaminées. Qu'est-ce qui peut expliquer cette flambée? En tout cas, si nous suivons la trajectoire de l'épidémie, ça ne devrait pas nous surprendre. Et je crois que sur votre plateau ici, lundi dernier, je l'avais annoncé, nous sommes en train de faire un dépistage massif et généralisé de la population. Et donc, il faudra s'attendre dans les prochains jours d'ailleurs que ce chiffre grimpe encore parce que nous allons massivement faire des dépistages. Mais pour nous, c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que ça nous permet de sortir le plus rapidement du milieu des populations. Ceux qui sont positifs, mais asymptomatiques, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont positifs et donc peuvent transmettre autant que faire se peut la maladie. Donc pour nous, il faudrait les sortir, n'est-ce pas, les isoler et puis les traiter pour qu'ils ne puissent pas. Et c'est ainsi qu'on pourra couper la chaîne de la propagation de ce virus. Les chiffres grimpent, mais les mesures d'accompagnement, le plateau technique, est-ce qu'il y a suffisamment de lits pour les accueillir? Est-ce qu'il y a suffisamment de masques à oxygène? Est-ce qu'il y a suffisamment de respirateurs artificiels dans les hôpitaux, Monsieur le ministre? Alors, nous avons reçu des instructions assez claires de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, sur la conduite, parce que c'est lui qui dirige, il faut le dire, hein, c'est le lieu de le dire clairement, c'est lui qui dirige cette réponse parce que chaque matin, il s'inquiète de la situation et il donne les nouvelles instructions. Chaque soir, il prend le point et il donne d'autres instructions. Et donc, il est aux commandes de la riposte contre le Covid-19. Et donc, nous avons reçu des instructions pour la commande de matériel. Nous avons commandé des respirateurs, nous avons commandé des équipements de protection individuelle, des scanners, des ambulances, qui sont en train, puisque vous savez que sur le marché mondial, ça se discute un peu. Ça se discute pas seulement un peu, fortement d'ailleurs. Et donc, il faut construire le nôtre. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes passés par le biais du PNUD, qui nous a dit aujourd'hui il y a déjà un certain nombre de matériels qui est déjà construit et qu'ils s'achemineront vers nous. Maintenant, s'agissant des équipements de protection individuelle, vous savez que nous avons reçu quelques dons. Nous avons sur le marché national réquisitionné tout ce que nous avons et tout ça a été acheminé, n'est-ce pas, aux formations sanitaires pour que cela se fasse la prise en charge se fait assez en dehors des commandes que vous passez, est-ce qu'au plan local même, il y a des ingénieurs qui accompagnent? Est-ce qu'il y a certaines initiatives locales, comme on le voit ailleurs d'ailleurs, les écoles polytechniques et autres? Est-ce qu'il n'y a pas des ingénieurs qui vous accompagnent dans vos actions? Alors ça fait partie, n'est-ce pas, des piliers de notre stratégie. Et si vous le permettez, je voudrais reprendre un tout petit peu cette stratégie-là qui vise d'abord à faire un testing massif et généralisé de la population, la mise sous traitement très rapidement de ceux qui seront testés positivement, la sensibilisation des populations, c'est-à-dire aller au sein des communautés pour les sensibiliser sur les mesures d'hygiène à prendre, sur la distanciation sociale et tout le reste, et tout ce que le gouvernement a mis en place. Maintenant, il y a un autre pilier qui est la maîtrise des frontières. Et en dernier ressort, nous avons le développement des expertises
locale fiable pour l'accompagnement de la riposte. Et je pense que votre question rentre dans ce pilier-là qui vise à encourager. Nous travaillons d'ailleurs sur ce point avec le ministre du Développement industriel. Nous encourageons les entreprises à se lancer dans la fabrication de ce qu'on peut faire ici au niveau du Cameroun. Je voudrais parler des masques, on peut parler des... Qu'on peut fabriquer. Oui, des ventilateurs mécaniques. Mais est-ce que les masques fabriqués en tissu sont efficaces? De toutes les manières, il faudrait déjà porter les masques. Ça fait partie de ce que nous avons demandé, recommandé aux populations. Il faut que ceux qui sortent de chez eux aujourd'hui et rentrent dans la rue portent automatiquement des masques. Même si ce n'est pas un masque chirurgical qui essaie de filtrer au moins ça atténue, n'est-ce pas, la contamination. Et donc, il est bon que nous nous protégeons nous-mêmes et nous protégeons notre prochain en portant les masques. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait que toute personne qui a un véhicule, par exemple, de transport en commun, exige à ses passagers des masques, que dans les marchés, nous exigeons, n'est-ce pas, à nos compatriotes de porter les masques pour que nous puissions être en sécurité. Mais ils vont les trouver où, ces masques? Il n'y en a pas en quantité suffisante, du moins pour le moment. Nous avons à un moment donné exclu cela parce qu'il ne fallait pas mettre beaucoup plus de pression sur les masques que devront porter les personnels de santé. Aujourd'hui, nous avons des initiatives locales. Nous trouvons déjà des masques fabriqués en tissu. Moi, j'en ai d'ailleurs acheté en Koudourou. Donc, je pense que nous pouvons trouver ces masques-là et on peut d'ailleurs, n'est-ce pas, de manière artisanale, nous trouver quelque chose, déjà pour nous couvrir le nez et la bouche, en attendant que les masques ne soient disponibles un peu partout. Monsieur le ministre, vous parliez à l'instant de la mise sous traitement des personnes infectées. Ça m'amène à me poser la question sur la chloroquine. La ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation vous a tendu un peu la perche. Au Minrési, on est prêt à fabriquer la chloroquine. On attend juste le OK du ministre de la Santé publique. Est-ce à dire que le protocole de traitement va être modifié dans les jours qui arrivent? Alors, sur cette question, je voudrais revenir d'ailleurs sur ce que j'avais déjà dit la dernière fois. La chloroquine est un élément important dans notre système dans notre protocole de traitement aujourd'hui. Nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Recherche. La plus grande difficulté que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le OK au nom du ministère de la Santé publique, mais c'est les intrants. C'est-à-dire c'est les réactifs qu'il faut utiliser pour pouvoir fabriquer la chloroquine. Nous avons déjà demandé à plusieurs, et d'ailleurs nous serons assez preneurs de ce qu'on pourrait avoir de ce côté-là. Les intrants viendraient d'où? De l'extérieur, malheureusement. Que nous avons, dès les premières heures d'ailleurs de déclenchement, saisi les grossistes répartiteurs des produits au Cameroun, et nous avons demandé qu'ils commencent à fabriquer la chloroquine, mais malheureusement ils nous ont dit ils n'ont pas d'intrants. Donc si de ce côté-là nous pouvons avoir d'intrants, je pense qu'on va davantage mettre de l'accent pour que nous ayons, n'est-ce pas, cette chloroquine, qui est un élément, n'est-ce pas, déterminant dans le cadre de notre protocole de soins. Monsieur le ministre, des voix s'élèvent également pour demander le confinement des villes touchées. C'est-à-dire que Yaoundé, Douala, Bafoussam et peut-être Limbé, peut-être qu'il faut des mesures pour les couper du reste du pays, du reste des régions du Cameroun qui ne sont pas forcément fournies en hôpitaux et en matériel de prise en charge. Alors, je pense que c'est légitime de le penser, c'est légitime d'appeler à ce confinement. Mais j'ai bien envie de dire, nous avons l'avis des scientifiques qu'il faudra suivre. Nous avons également l'avis d'un regard qui est jeté comme ça sur la gestion globale de notre pays. Et de par le monde, nous avons des exemples et des contre-exemples de confinement. Les instructions que nous avons reçues, c'est que nous ne devons négliger rien dans le sens de protéger la vie de nos compatriotes. Protéger la vie n'est pas simplement au niveau de Covid. Covid-19 passera, ce qui est sûr. Nous serons, c'est pas moi, ça peut mettre 2, 3, 4 mois, mais ça passera. Mais les Camerounais continuent de vivre. C'est pour cela que nous disons, nous devons sauvegarder l'activité économique de ce pays. Nous devons sauvegarder l'activité sanitaire. Et c'est pour cela que
on n'a pas que le Covid en termes de pathologie dans notre pays. Nous continuons, en même temps que nous luttons contre le Covid, nous continuons de faire fonctionner normalement l'hôpital. Nous devons assurer les mêmes soins, nous devons continuer à soigner d'autres malades et ils ne doivent pas se sentir délaissés parce qu'on est en train de bagarrer contre le coronavirus. Donc, c'est un ensemble d'éléments qu'il faut mettre ensemble, pour pouvoir apprécier ce qu'il faut faire. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, ce que nous avons comme démarche vise à intégrer chacun de ces éléments pour pouvoir donner une ligne. Et nous avons vu de par le monde des exemples qui ont donné des fruits, et je pense que ça peut également nous parler, et en tenant compte de notre environnement, en tenant compte de la structuration de notre société, nous suggérons la prise de bonnes décisions. Merci, Monsieur le ministre de la Santé publique, d'avoir accepté de répondre aux questions du 20h30. C'est moi qui vous remercie, et je ne peux pas partir de votre plateau sans demander aux Camerounais une ou d'autre chose. Déjà, se laver régulièrement les mains. Ça, c'est important qu'on suive les mesures d'hygiène usuelles, basiques, élémentaires. Se laver les mains. Être toujours à une distance d'1 mètre, 1,5 mètres de l'autre. C'est bien de toujours suivre ces distanciations sociales. Et puis sortir en se couvrant le nez et la bouche. Il faut toujours sortir avec son masque. Maintenant, si on peut rester à la maison le plus longtemps possible, ce serait une très bonne chose. Ça permettrait, n'est-ce pas, au personnel de santé de faire le travail, de confiner les foyers de l'épidémie et de pouvoir apporter une meilleure solution. Sinon, nous allons continuer toujours avec cette stratégie de testing massif des populations et nous pensons qu'on pourrait, avec cette manière, n'est-ce pas, apporter une solution efficace dans le cadre de la lutte contre ce Covid. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre, et bon courage à nous tous. Merci. Lutte contre la propagation du Covid-19 au Cameroun. Depuis quelques jours, le port du masque est vivement recommandé aux populations, précisément dans les marchés et autres lieux de grande fréquentation. La prescription du ministre de la Santé publique se généralise progressivement, malgré l'indisponibilité des masques et la qualité pas toujours optimale. Voici le reportage de Daniel Munanga. Par intermittence et la plupart du temps avec maladresse, Yaoundé arbore tout de même le masque. Le masque, en réalité, filtre tout ce qui peut rentrer dans nos orifices naturels, notamment la bouche et les narines. Voilà pourquoi on nous conseille de les porter, donc de couvrir la bouche et le nez. Ce tweet du ministre de la Santé publique est reçu comme un degré d'alerte au-dessus de celui déjà observé. Dans les marchés de nos jours, ou bien dans les cartes de transport public, il est difficile de respecter ces mesures de distanciation. Et pour pallier à cela, il n'y a que le masque, parce que la principale voie de contamination du coronavirus, c'est les gouttelettes de crachat. Problème, il n'y a pas assez de masques pour tout le monde. Cette officine est l'une des rares à Yaoundé à avoir quelques spécimens encore, mais la demande est forte. La demande peut vendre moins 50 paquets de 50 masques par jour, moins 250 masques par jour. Je suis entouré de bureaux dont tous pensent à leurs employés. Ils essaient de protéger au maximum leurs employés. Autre inquiétude, le coût, la validité, la qualité et l'entretien des cache-nez. Beaucoup de malades portent mal. Ils portent, ils enlèvent, ils touchent. Donc on essaye de sensibiliser. De l'avis des experts, la protection la plus sûre, c'est de rester chez soi, afin pour ceux qui peuvent se le permettre. Le système de gestion d'incidents du Covid-19 dans la région de l'Ouest est sur le terrain. Il existe un QG où tous les matins, des descentes sont planifiées selon des renseignements reçus de la synthèse des appels du call center. Par jour, 6 équipes se déploient sur le terrain. Christelle Kémonier de CRTV Ouest a suivi pour nous une équipe sur le terrain. Voici son reportage. Mobilisation de toute l'équipe au QG, le lavage des mains s'impose à tous avant de prendre service. À peine en poste, l'alerte est donnée, les équipes se préparent pour les descentes sur le terrain. Le matériel de travail est minutieusement nettoyé et acheminé dans la voiture. L'ambulance est prête à partir. Une véritable équipe telle des gladiateurs se met en branle pour retrouver le domicile concerné. Ici, toutes les précautions sont prises dès l'arrivée sur les lieux.
habiller toute l'équipe en équipement de protection individuelle, se rassurer que chacun qui va vers le cas suspect est protégé, désinfecter les lieux et puis désinfecter le véhicule, rentrer vers notre site. Une fois les opérations terminées, tous les membres du système de gestion d'incidents du Covid-19 se retrouvent pour l'évaluation. Nous couvrons de plus en plus et de mieux en mieux d'ailleurs toute la région de l'Ouest, à Tchang, à Bamenju, à Pété, dans le district de Banjul voisin. Nous avons pu faire 6 prélèvements parce que nous avons trouvé justement que ces cas étaient suspects et qu'il fallait prélever. Et nous avons procédé à la désinfection de 7 ménages en même temps. Et nous avons pu aussi transmettre nombre d'informations à Yaoundé. Ce système de gestion d'incidents Covid-19 joue également un rôle de surveillance, de contrôle et de synthèse des éléments venus des 20 districts de santé de la région de l'Ouest. Un travail de fourmi qui va permettre de mieux contrôler et stopper la pandémie dans la région de l'Ouest. Respect des mesures de restriction et de non-rassemblement, les fidèles musulmans observent les prescriptions gouvernementales. Depuis 2 semaines, les mosquées ne font plus le plein d'œufs. Un nouveau régime imposé par la pandémie du Covid-19. Sadou Mamoudou pour les détails. Mansour, Ibrahim ou encore Abdallah ont beau faire leurs ablutions et être porte du complexe islamique de Chinga, ils ne pourront guère y accéder et faire la prière du vendredi comme en temps normal. Et cela ne change rien à leur qualité de musulmans. Là, on remercie Allah et on respecte les règles établies par le gouvernement. Moi, personnellement, je pratique la prière à la maison. L'islam nous a dit tout ce qui est obligation en islam, qu'on dit ne fais pas ceci. S'il y a quand même un problème, vous devez la laisser et puis vous retourner de ce côté. Ce respect des mesures barrières face au ténèbres Covid-19 trouve d'ailleurs une jurisprudence en islam. Omar ibn Khattab, qui est l'imam de la Ummah, a dit non, il ne faut pas entrer dans une zone infectée dans laquelle sévit une épidémie. Car il y a un récit prophétique qui le soutient. Si vous êtes à l'intérieur de la terre, restez. Si vous êtes à l'extérieur, n'entrez pas. Quant aux croyants qui veulent mourir à la mosquée et finir au paradis, les érudits ont ces mots. Allah a fait pour moi la terre comme lieu de prière et lieu de purification. Donc le musulman, où qu'il soit, il peut adorer son Seigneur sans aucun problème. Le Coran n'est pas venu pour qu'on cherche des cheveux à l'intérieur. Le Coran est venu pour qu'on le lise, on médite le sens de ses versets et on pratique ses enseignements. Le jeûne collectif des Jésus au nom du Covid-19, encore c'est pas légiféré. Le Covid-19 est une réalité. L'islam et ses adeptes font chorus avec le gouvernement en conformité avec les saintes écritures pour contrer la menace. Lutte contre le Covid-19 dans la ville de Yaoundé, la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 enfile des masques et des gants pour dire stop à la propagation du coronavirus. Le maire Yoki Onanajak, qui accompagne le sous-préfet de Yaoundé 6 et le directeur de l'hôpital de district de Biémassi, ont parcouru les marchés et les zones d'agglomération pour distribuer des kits de lavage des mains. Étienne Pascal Azégué. Se laver les mains, un geste simple, mais ô combien important dans la lutte contre le coronavirus. La sensibilisation est faite de vive voix par le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 auprès des populations. Tout le monde à Yaoundé 6 est conscient de l'impact négatif qu'a le coronavirus sur les populations du monde entier et singulièrement les populations de notre pays et de notre arrondissement. Les gens sont prêts à nous écouter et nous promettent surtout de respecter scrupuleusement les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Les agglomérations et les services sanitaires sont les cibles de cette campagne de sensibilisation de masse. Les points de lavage de mains sont multipliés pour le grand bien des bénéficiaires. C'est une très bonne idée, puisque le corona, ça fait vraiment peur. Tout le monde entier en souffre et en parle. La synergie de force est un atout ici dans la lutte contre le coronavirus. J'ai semblé lire un peu déjà des signes d'inquiétude auparavant, mais maintenant avec ce que la mairie est en train de faire, je crois que la confiance va revenir. À Yaoundé 6, le combat contre la pandémie se passe désormais sur le terrain. Le leitmotiv ici étant de stopper la propagation du Covid-19 qui ne cesse d'attrister l'humanité depuis plusieurs semaines.
Les populations de Woum, dans la Mentchoum, région du Nord-Ouest, sensibilisées sur les mesures barrières, le préfet de cette unité administrative vient de mener une campagne de sensibilisation dans cette partie du pays. Une descente qui s'inscrit dans la suite de la réunion spéciale de crise tenue avec les agents de l'État, mais aussi avec les forces de défense et de sécurité. Ambition affichée, éviter la contagion par de potentiels porteurs de virus, éviter la propagation de la pandémie dans cette zone qui se reconstruit après les exactions de bandes armées séparatistes. Et bien sûr, les enjeux de cette opération, je vous propose à présent d'écouter le préfet de la Mentchoum, Abdoulaye Aliou, est au micro de Sadou Mamoudou. Nous sommes prêts pour faire face à cette pandémie, malgré la limite, malgré les moyens. Le département de la Mentchoum est frontalier au Nigeria, à travers ces 3 arrondissements, Kungom, Benakuma et Furuawa. Donc nous avons signé un arrêté préfectoral limitant les mouvements entre les départements du Nord-Ouest, au niveau de notre département bien sûr, mais également interdisant toute circulation au niveau des frontières. Au regard de la gravité de la menace du coronavirus et à la suite des hautes directives gouvernementales édictées pour lutter contre ce fléau, l'association culturelle islamique du Cameroun ASIC, dans son rôle d'interface entre l'État et la communauté musulmane de notre pays, réitère au vu de l'évolution de la situation son invitation à toutes les populations camerounaises en général et à la communauté musulmane en particulier pour une observation stricte et rigoureuse de toutes les mesures gouvernementales édictées et à une application saine et correcte de la politique islamique. En considération du lourd bilan social et économique induit par le coronavirus, l'ASIC exhorte et appelle chaque musulman et musulmane à intensifier les prières, invocations et évocations, notamment celles destinées à dissiper le malheur, ainsi que le repentir sincère, afin qu'Allah éloigne des Camerounais la présente pandémie. Le coronavirus ne cesse de se propager dans le monde. Plus d'1 million de personnes infectées et 56 000 morts. Les États-Unis sont toujours le premier foyer de contamination devant l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la France. L'Afrique, elle, continue d'enregistrer des morts et de nombreux nouveaux cas. La situation dans le monde avec José Gaïtan Tchanga. Plus d'1 million de personnes ont été testées positives au Covid-19 selon le dernier bilan et 56 000 sont décédées des suites de la maladie. Une situation sanitaire terrible. Le coronavirus fait des ravages dans le monde entier et touche à ce jour plus de 180 pays et territoires et plus particulièrement l'Europe, l'épicentre de l'épidémie. L'Italie et l'Espagne sont les 2 pays les plus endeuillés dans le monde avec respectivement 13 915 et 10 935 victimes. Mais la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse et les autres pays européens sont également très impactés. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas en reste. Le pays dénombre le plus grand nombre de cas détectés, soit à ce jour 245 000 cas. Dans ces pays, la contagion se fait à une vitesse folle et chaque jour, de plus en plus de décès sont à déplorer. La situation s'améliore en Chine et le pays lève peu à peu ses mesures de confinement afin de relancer l'économie du pays. En Afrique, le bilan s'alourdit de plus en plus au Maghreb. L'Algérie compte 32 morts en 24 heures, l'Égypte 4. Les autorités de ces pays durcissent les mesures barrières. À ce jour, plus de 221 000 personnes ont retrouvé la guérison des suites de Covid-19 dans le monde. Nous le disions dans les titres, le Cameroun est déterminé à préserver son intégrité territoriale dans la zone des 3 frontières, dans la région du Sud. Une mission interministérielle MINDEF-MINAT vient de séjourner sur place. Cette descente sur le terrain instruite par le président de la République intervient au moment où la République de la Guinée équatoriale a entrepris de construire un mur de séparation dont le tracé a débordé sur le territoire du Cameroun. Joseph Betty Assomok, accompagné Paul Latangandji de l'administration territoriale, sont allés s'enquérir de la situation. Oswald de Meudon nous en dit plus. Jamais un pays n'a autant repoussé le Cameroun dans ses derniers retranchements. Et jamais le Cameroun n'a réagi au nom du sacro-saint principe de fraternité.
Les rapports entre Malabo et Yaoundé ont été émaillés au fil des années par ces actions unilatérales de la Guinée équatoriale, non sans conséquences sur l'intégrité du Cameroun. Théâtre de ces événements, la longue bande frontalière qui va de Kiossi, dans la vallée du Nthème, à Campo, dans l'océan. Après la fermeture de ses frontières depuis plusieurs mois maintenant, ce qui du reste est de la souveraineté d'un État, après les incursions à répétition de soldats esselés ou encore les expulsions sans aucune autre forme de procès. Cette fois, c'est l'intégrité territoriale du Cameroun qui est mise à mal. La pomme de discorde ici, c'est ce mur de séparation que le pays frère et voisin a entrepris de construire. Un acte souverain certes, mais qui perd sa légitimité puisque le chantier y consacré empiète plusieurs fois sur le territoire camerounais. Cette dernière velléité en date du voisin était la raison d'être d'une mission conjointe MINDEF-MINAT sur le terrain, sur haute instruction du chef de l'État. Joseph Betty Assomo et Paula Tangandi sont allés prendre le pouls de la situation. Le sujet est suffisamment documenté pour restaurer l'intégrité totale du Cameroun partout où besoin est. Mais le Cameroun privilégie, lui, la diplomatie de proximité. Une nécessité ici, d'autant plus que les riverains de la frontière sont des frères que la délimitation humaine a théoriquement séparés. Aussi, les deux membres du gouvernement ont encouragé le gouverneur du Sud, Félix Nguélé, à maintenir le contact avec son homologue du Kientem pour une solution. Ceci sous réserve des conclusions des experts de la commission mixte entre les deux pays. Pour l'heure, les travaux du mur sont à l'arrêt et les forces de défense camerounaises restent postées sur le site pour une surveillance assidue. Législative partielle dans le nord-ouest et le sud-ouest, le SDF donne son point de vue au lendemain de l'audience de règlement du contentieux post-électoral au Conseil constitutionnel. Le premier vice-président du SDF a donné une conférence de presse ce matin à Yaoundé. Le député Joshua Ossi a indiqué que le SDF n'accepte pas la décision du Conseil constitutionnel attribuant les sièges en jeu au RDPC, mais en vertu de ses positions et responsabilités républicaines, le Social Democratic Front est tenu de la respecter. Séverin Alégambélé. Le siège social du SDF ce vendredi à Yaoundé. Une conférence de presse restreinte du vice-président de ce parti politique, dans le respect strict des mesures relatives à la lutte contre le Covid-19. Face aux représentants des organes de presse triés sur le volet, le député Joshua Ossi, entouré de 3 candidats malheureux aux législatives partielles, objet de cet échange avec les médias. Toutes les 11 circonscriptions ont fait l'objet de graves irrégularités. Les mêmes éléments pour lesquels le scrutin du 9 février avait été annulé par le Conseil constitutionnel ont été reproduits, à savoir le transfert et la délocalisation des bureaux de vote vers les espaces publics de regroupement, une fois de plus effectués à l'insu des populations. Ces irrégularités décriées ont été portées à l'appréciation du Conseil constitutionnel dans le processus du règlement du contentieux post-électoral. Le Conseil constitutionnel a déclaré toutes les circonscriptions gagnées par le parti au pouvoir. Nous tenons à souligner que bien que nous n'acceptons pas cette proclamation, nous sommes tenus, en vertu de nos positions et responsabilités républicaines, de la respecter. À cette rencontre avec la presse, le vice-président du SDF est resté tout de même sur la trajectoire de ce qui fait l'actualité aujourd'hui, à savoir le Covid-19. Essayons tous ensemble, avec un élan patriotique et une solidarité qui nous manque, de faire tout pour barrer la voie au coronavirus, et qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il y a malheureusement pour ceux qui ne l'aiment pas et heureusement pour ceux qui l'aiment un gouvernement en place, et en temps de guerre on doit s'aligner derrière ce gouvernement pour faire barrage à ce virus. Le SDF s'en tient à cette proposition et compte revenir le moment venu sur l'évaluation globale de la lutte contre l'épidémie du coronavirus. Les élus de la nation étaient réunis aujourd'hui à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'était à la faveur d'une séance plénière présidée par le président de la Chambre, Kavayegue Djibril, séance à laquelle assistait le ministre délégué à la présidence de la République chargé des relations avec les assemblées, François Bolvin-Ouattara. L'ordre du jour portait sur la discussion générale des 3 projets de loi examinés au fond par la Commission des affaires étrangères de l'auguste institution. Le reportage de Claristan.
Le quorum constaté au sein d'un hémicycle où la distanciation a été scrupuleusement respectée, le chef de chambre, le très honorable Kavaïe Guédibril, pouvait alors ouvrir la discussion générale. Elle débutera par le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité révisé instituant la communauté économique des États de l'Afrique centrale, signé le 18 décembre 2019 à Libreville au Gabon. Le texte a été examiné au fond par la Commission des Affaires étrangères, dont le rapport sera rendu en plénière par l'honorable Marius Yaya Doumba. Après quelques questions formulées par les députés et des réponses apportées à celles-ci par le ministre de l'économie Alamine Ousmane Mey, le projet de loi sera adopté. Il faut dire que le processus d'aboutissement de ratification de ce traité révisé permettra au Cameroun d'avoir la capacité de présenter des candidatures au poste de responsabilité ouvert au sein de la nouvelle CEEAC. Le rapport de la Commission des Affaires étrangères relatif au projet de loi autorisant le président de la République a procédé à l'adhésion du Cameroun à la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires sera ensuite déroulé par l'honorable Moumini Oumarou. Les députés bénéficieront de l'éclairage du secrétaire général du ministère des Transports, Njoya Zakariaou. La Convention contribuera à la protection de notre environnement marin. Le projet de loi sera tout simplement adopté. Également adopté le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité révisé de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, adopté le 14 février à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le traité précisera, le ministre Grégoire Ona du Travail, permettra entre autres d'arrimer la CNPS aux standards internationaux. Avant de parler d'économie, ce communiqué qui nous parvient, le président du Conseil constitutionnel porte à la connaissance du public que l'audience solennelle de proclamation des résultats de l'élection partielle des députés à l'Assemblée nationale du 22 mars 2020 se tiendra le mardi 7 avril 2020 à 11h dans la salle d'audience du dit Conseil, 6 au Palais des Congrès de Yaoundé. Toutefois, compte tenu de la pandémie du coronavirus, la dite audience se tiendra dans le strict respect des prescriptions gouvernementales, communiqué signé du président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana. En économie, obligations du Trésor assimilables, les souscriptions sont ouvertes. La première adjudication étant prévue mercredi prochain, 8 avril. La rédaction ce soir achève sa série sur les projets financés grâce à l'épargne publique. Arrêt ce soir sur le secteur des télécommunications et premier bilan des 10 ans des opérations d'émission des titres publics avec Lucrèce Mbenga. Mutation en 3 et 4G, passage des numéros de téléphone de 7 à 8 et puis 9 chiffres, Internet avec haut débit, c'est possible grâce à la fibre optique. 3200 km. L'épargne publique a rendu possible ce projet du secteur des télécommunications. Montant investi, un peu plus de 6 milliards de francs CFA. Mais les émissions de titres publics ces 10 dernières années, c'est aussi des bâtiments modernes. Comment ne pas s'extasier devant l'édifice du Conseil économique et social ou devant le siège de la Caisse autonome d'amortissement? Comment ne pas être fier de ce complexe multisport de Limbé? Le stade et ses voies d'accès donnent le change au stade Rumde Adja à Garoua, au nouvel hôtel 4 étoiles et à l'hôtel Benoué New Look. À Maroua, les étudiants de l'université ont enfin des toits dignes de ce nom. Amphithéâtre et cité universitaire, pour ne citer que ces exemples-là. L'épargne publique, c'est aussi le renforcement de la sécurité à travers la vidéosurveillance. Le Centre national de commandement de la vidéosurveillance de la police nationale, basé à Yaoundé, sorti de terre, coordonne un réseau de 2000 caméras disséminées à travers les artères des principales villes du Cameroun. En 10 ans, c'est un total de 1112 milliards de francs CFA issus des obligations du Trésor qui ont été investis dans différentes infrastructures, eau, énergie, transport et télécommunications notamment. Et dans les faits, on compte 1236 mégawatts d'électricité, 11 milliards de mètres cubes d'eau, 4008 kilomètres de routes, environ 192 000 emplois créés. Aujourd'hui, l'épargne nationale est à nouveau sollicitée pour réaliser les projets de développement inscrits dans la loi de finances 2020.
Voilà qui met un terme au journal de 20h30 ce 3 avril 2020. Mesdames, Messieurs, c'est dans la fin du journal, préparé avec la collaboration de Sadou Mamoudou, Alex Kokola, Viviane Karinevina et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information minuit. Vous serez en compagnie de Georges Marcel Messila et de Gilbert Onguenim. Madame, Messieurs, respectez les règles d'hygiène. Restez chez vous si vous n'avez rien à faire hors de chez vous. Votre fidélité nous honore. Bonne soirée à tous. CRTV News, ici, toute l'info.